Nous avons fait cette agence de presse en 1988 parce que lorsque le FLNKS était dans les institutions qui étaient les anciennes régions Fabius Pisani, nous avions pris l'habitude d'informer un certain nombre d'organes de presse, d'une part, qui étaient demandeurs, notamment lorsqu'il y avait des événements, et à l'époque, surtout sous le gouvernement Chirac, il y a eu beaucoup d'événements très durs et douloureux pour la Calédonie. Et nous avions aussi l'habitude d'informer des organisations internationales, des ONG, un ensemble d'organismes qui s'intéressaient au suivi des problèmes kanak. Nous informions également régulièrement les divers comités de soutien un peu partout en France ou ailleurs dans le Pacifique ou dans le monde. Alors, oui, pardon, si vous informiez ces différents organismes, c'est qu'ils n'étaient pas informés suffisamment? Je pense qu'ils souhaitaient avoir une information directe par les Kanaks de ce qu'eux-mêmes pensaient et faisaient, de la manière aussi dont les Kanaks voyaient les choses. Et je pense qu'ils estimaient à ce titre que les médias locaux soit étaient insuffisants pour répondre à leurs attentes, soit même ne leur convenaient pas, ne leur suffisaient pas. Et de fait, on pouvait constater à l'époque que de nombreux problèmes étaient occultés, étaient passés sous silence. C'est donc, et d'ailleurs ça continue relativement dans un certain nombre de domaines, c'est pour répondre à une demande que l'on informait régulièrement. Et puis le jour où on a quitté l'institution, il a fallu prévoir une phase difficile, puisque c'était sous la loi, sous le gouvernement Chirac, avec le ministre Ponce. Nous avons prévu que les événements seraient durs et qu'il y aurait besoin de garder un contact et de continuer à informer partout à l'extérieur. C'est pour ça que, quittant les institutions et ne voulant pas tomber dans le silence, nous avons créé l'agence Kanak de presse dans le premier trimestre de l'année 88. Alors c'est une association qui a créé cette agence, l'association Edipop, les éditions populaires, association qui avait autrefois créé Buenando, le premier journal kanak, qui avait créé et qui gère toujours la radio Jido. Cette association a créé donc l'agence Kanak de presse qui publie à peu près chaque jour des informations qui sont récapitulées, toutes les informations de la journée sont récapitulées sous un titre, La Dépêche Kanak, qui est l'élément, le véhicule de l'information diffusée régulièrement. Alors, pour démarrer cette agence, j'ai un petit problème avec démarrer cette agence. Nous avons commencé à 3. 2 personnes qui faisaient de la dactylo et du journalisme, et puis une troisième qui faisait surtout de la gestion, les abonnements et un petit peu tout ce qui concerne l'administration de... Alors pratiquement 18 mois après, c'est à peu près ça Oui, c'est à peu près ça. Combien vous êtes aujourd'hui? Nous devons être 7, je pense, mais dans une situation quand même assez précaire. Il y a actuellement une journaliste avec 2 stagiaires qui fonctionnent, et nous avons une journaliste en formation de longue durée en France pour la presse écrite. Nous avons également à l'administration 3 personnes, plus 2 secrétaires et quelqu'un qui fait de la reprographie à mi-temps. Et ça fait donc un peu plus, ça fait 3, 4, 3, 7, oui c'est ça, 7. Alors pour recueillir vos informations, est-ce que vous avez des informateurs locaux? Alors pour recueillir les informations, nous avons différentes voies. Tout d'abord, nous essayons de suivre par nous-mêmes l'actualité, de l'anticiper et d'aller quérir l'information. Un autre mode d'information, c'est évidemment le téléphone. Ça, c'est indispensable. Bien que l'Office des Postes n'ait pas jugé bon de nous donner plus d'une ligne, nous disposons donc d'une seule ligne utilisable en permanence et une ligne pour la télécopie. En fait, 2 lignes parce qu'on a réussi à y grappiller sur 2 associations qui fonctionnent en solidarité avec nous. Eh bien, par le téléphone, nous essayons de contacter chaque jour différents informateurs répartis sur le territoire, soit dans les administrations, les municipalités, les provinces, ou surtout des particuliers sur le terrain. Et puis nous essayons de nous déplacer, mais c'est assez difficile parce que là nous ne disposons que de nos jambes
et puis d'une voiture qui m'appartient pour faire tout, poster le courrier, aller chercher les informations, distribuer, etc. C'est un petit peu insuffisant. Alors effectivement, au niveau financier, vous avez des sources de financement parce que ça revient cher une agence. Une agence de presse coûte très cher et c'est difficile de la rentabiliser, si je peux dire. Même au bout de 18 mois, nous ne sommes pas à flot. Notre première source de revenus, c'est le bénévolat, le militantisme. C'est-à-dire que l'an dernier, je peux dire que les 8 à 10 premiers mois, nous avons fonctionné quasi total bénévolat, militantisme. Maintenant, nous commençons à nous salarier un petit peu. Et puis nous avons essayé d'utiliser le jeu des différents plans mis en place par les gouvernements français, plan JSD, plan emploi, État, etc., pour salarier en partie certains de nos personnels, notamment les administratifs. Quel type d'information on vous demande le plus? C'est évidemment l'information politique d'abord. Mais nous essayons de ne pas couvrir que l'information politique. Il est évident que notre meilleur créneau, c'est le point de vue du FLNKS et des indépendantistes. Nous ne sommes pas les porte-parole officiels du FLNKS et nous en avions convenu au congrès d'Yengen l'an dernier. Nous sommes tout à fait indépendants, bien que nous soyons tous des militants du FLNKS. Le FLNKS a son bureau politique qui publie ses propres points de vue, ses communiqués de presse, etc. Nous nous sommes chargés de répercuter ce point de vue et éventuellement, bien sûr, si nous percevons qu'il est insuffisamment exprimé, eh bien, nous allons recueillir le point de vue des différents responsables. Nous leur demandons leur avis sur les événements. Ce que nous essayons de faire, c'est de donner la parole sur les événements aux indépendantistes locaux. Alors, ça c'est l'information première, le premier type d'information, je crois, qui est attendu de nous. Dans la conjoncture actuelle, l'information économique est aussi importante, puisque le FLNKS a fait le choix d'investir l'économie. Il faut donc que l'on puisse rendre compte de ce qui se passe sur le territoire, non seulement à Nouméa, car notre défaut c'est d'être un petit peu institutionnel, de rendre un peu trop compte de ce qui se passe dans les institutions nouméennes. Notre volonté est de rendre compte aussi des projets qui se mettent en place dans l'intérieur et nous essayons de le faire. Également la culture, soit sous les problèmes manifestations culturelles, jeunes, ou même des églises, car les églises ont beaucoup de place en Calédonie. Nous essayons aussi de rendre compte de ce point de vue, même si actuellement il a moins de place dans nos colonnes. Alors, quels sont vos principaux clients et où ils se situent dans les continents? Alors, nos principaux clients sont d'abord, je ne parle pas numériquement, mais en importance pour nous, ce sont d'abord bien sûr des médias. Et ils se situent soit à Paris, soit ici et dans le Pacifique. Le journal Le Monde, le journal Le Figaro ont pris des abonnements chez nous. Également La Croix, l'Humanité, donc de grands quotidiens français suivent notre actualité. Des hebdomadaires également, comme Politis, Témoignages chrétiens, nous demandent de les servir régulièrement et nous payent un abonnement. Sur place, il y a plusieurs correspondants, comme celui de l'Humanité, comme des correspondants aussi australiens qui payent leur abonnement chez nous, des correspondants de presse aussi de radio, comme RTL et Europe 1, prennent un abonnement chez nous pour avoir l'information au jour le jour, mais aussi ils ont trouvé que l'information que l'on publiait était intéressante à titre d'archive, facile à consulter et ça leur permettait de retrouver des renseignements très souvent utiles. Dans le Pacifique, nous desservons également tous les gouvernements des îles du Pacifique. Les consulats qui sont présents sur le territoire se sont presque tous abonnés. Nous desservons de nombreux clients. Alors, la troisième catégorie que nous desservons, ce sont des ONG, des organisations non gouvernementales. Il y en a partout, beaucoup en Australie, en Nouvelle-Zélande, également aux États-Unis, au Canada et surtout bien sûr en France et en Europe, même pas seulement en France, en Belgique, en Suisse, des églises aussi. Et enfin, des organisations gouvernementales. Je citais tout à l'heure des consulats, des ministères dans le Pacifique Sud, mais aussi des ministères en France et des ambassades. Alors quand vous avez créé cette agence, vous êtes rentré quand même en concurrence peut-être avec d'autres agences. Comment ça a été perçu ici sur le territoire?
Oh, la concurrence avec les autres agences, pas tellement, parce que notre créneau n'est pas le même. Et je prends l'exemple de l'agence France Presse sur le territoire. Nous avons créé notre agence en parfaite collaboration avec eux. C'est-à-dire que nous leur avons dit que nous existons, nous leur avons montré ce que nous faisons et nous en avons discuté. Bon, actuellement, la relation n'est peut-être pas aussi bonne avec le correspondant actuel, mais nous n'avons jamais eu le sentiment que nous étions sur le même plan ou rivaux, si je puis dire, ni même concurrents. Étant donné qu'eux ont des exigences, des contingences très précises, on leur demande un article de tant de lignes ou de tant de mots sur tel sujet, alors que nous pouvons développer ce qui nous paraît important de développer sans cette contingence. Par contre, nous avons toute la lourdeur de l'administration à gérer, alors que eux n'ont que du journalisme à faire. Non, la concurrence sur le plan local n'a pas été ressentie très vivement. D'ailleurs, certains médias ont mis très longtemps à nous découvrir ou à nous connaître, même si nous avons essayé de leur faire savoir que nous existions. D'ailleurs, les plus grands médias locaux, comme RFO, la société locale donc de télévision service public, n'a pas d'abonnement chez nous et ne veut pas en prendre. Ne semble même pas intéressé du tout parce que nous publions. Les nouvelles locales, le quotidien d'ici a demandé à prendre un abonnement et je pense va le payer prochainement. Ce qui nous oblige, nous, à être plus performants en rapidité. Car c'est peut-être notre problème, la rapidité, étant donné qu'on a très peu de moyens. Heureusement, nous sommes un peu informatisés, mais la rapidité dans la saisie et surtout la diffusion de l'information, une diffusion internationale, c'est très lourd, très complexe. Et là, nous avons encore beaucoup de problèmes à vaincre, notamment parce que l'Office des postes local nous met les bâtons dans les jambes d'une manière ahurissante. Je donnerai comme exemple, en 18 mois, nous n'avons toujours pas de CCP propre à l'agence. Nous n'avons qu'une ligne téléphonique, enfin 2 lignes téléphoniques, mais pas de propre à l'agence. Nous avons mis 12 mois pour recevoir la machine à affranchir. Pendant 12 mois, il a fallu qu'on colle tous nos timbres. Ça, ce sont que quelques exemples de la bonne collaboration d'une administration locale lorsqu'elle veut mettre une entreprise par terre. Et vous pensez donc que politiquement, votre installation a été mal ressentie? Ah non, je ne dis pas ça. Elle n'a pas été mal ressentie politiquement. Il est vrai que dans les tout premiers temps, disons du mois d'avril 88 jusqu'au mois de juillet, c'était très difficile. Lorsque nous avons dénoncé les assassinats par l'armée française de nos militants en OVA, nous avons été les premiers à le faire dans les 24 heures qui ont suivi les faits. Bon, la difficulté, c'est que nous n'étions pas crus. Nous étions tout nouveaux et les gens ne nous donnaient pas de crédibilité. Donc la première difficulté que nous avons eu à vaincre, même politique, c'était d'acquérir la crédibilité. Je crois que maintenant nous l'avons d'une manière très sûre. Nos informations sont sûres et elles sont crédibles et sérieuses, car nous distinguons soigneusement l'analyse des faits et nous donnons une prépondérance aux faits. Alors le problème politique, c'est que tout le monde ne voyait effectivement pas d'un bon œil l'installation d'un nouveau média en Nouvelle-Calédonie. Je crois que ce qui nous a permis de tenir le coup, c'est que nous ne visions pas un public local, mais un public international, de sorte que nous sommes restés relativement discrets et relativement inaperçus sur le plan local. Mais je dois reconnaître au crédit du gouvernement socialiste qu'il nous a quand même très rapidement pris en compte et que du côté de la haute administration, nous n'avons pas de difficultés spéciales, soit dans les relations ordinaires, soit pour des reportages ou des couvertures, conférences de presse. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les administrations intermédiaires. Et ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'un Premier ministre, par exemple, vient de France, car il a nettement tendance à privilégier la presse qu'il amène avec lui et à minorer la presse locale, puisque nous n'avons en général pas beaucoup de place pour le suivre, tandis que la presse qui va rendre compte de lui en France, elle, directement, elle a toujours toutes les places qu'elle veut. Quand vous êtes arrivé ici en Nouvelle-Calédonie, est-ce que déjà vous vous destiniez au journalisme? Ah non, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est un accident de l'histoire, le journalisme. Moi, je suis venu il y a plus de 21 ans pour fonder une école normale privée pour les enseignements catholiques et protestants du territoire. Il y a 3 enseignements privés sur le territoire et je suis venu pour participer à la fondation d'une école normale, donc pour former les instituteurs. Et pendant des années, j'ai été professeur de pédagogie générale et de philosophie de l'éducation dans ce cadre-là.
Alors là, vous avez justement formé surtout des instituteurs Kanak ou des instituteurs Caldoche? Disons que c'est un public qui a évolué au fil des années. Lorsque je suis arrivé, quand on a ouvert cette école avec mon ami Pierre Declercq, qui a été assassiné depuis en 1981, le public était à 95% Kanak. Le problème, c'est que l'organisation de l'enseignement sur le territoire a longtemps empêché l'accès des Kanaks, des Mélanésiens même, au baccalauréat. Et dans le même moment, cette même administration mettait le baccalauréat comme exigence pour exercer certaines professions, dont celle d'instituteur. Actuellement, le taux de bacheliers mélanésiens par an est très faible par rapport à celui des Européens, et il dépasse à peine 10%. Et ce qui fait que dans une école normale, progressivement, les règlements nous ont obligés à recevoir beaucoup plus de bacheliers et donc beaucoup moins de mélanésiens. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai progressivement quitté ce secteur, car je pense qu'il ne remplissait plus ce qu'on attendait de lui. Est-ce que dans ce secteur, justement, c'est là que vous avez commencé à militer pour le FLNKS? Ah non, parce que le FLNKS n'existe que depuis 1984. Moi, je me suis d'abord placé comme un technicien. J'avais un savoir-faire d'universitaire, de formateur, pédagogue, etc. Et c'est sous cet angle que je me suis essentiellement placé, soit dès le début, soit même tout au long de mon histoire dans ce pays. Accessoirement, je suis venu sur le plan politique, mais je dirais toujours en tant que technicien, en tant que quelqu'un qui rédige ce qu'on lui dit, ce qu'on lui demande de formuler. Ça me paraît très important parce que la colonisation c'est le fait des Européens, d'une part. Nous avons laminé ce pays culturellement, économiquement, et il nous appartient aujourd'hui, à mon avis, de donner aux gens de ce pays les outils pour se décoloniser. Mais la décolonisation, c'est leur affaire, c'est à eux de l'apprendre. Moi, dans le FLNKS, je n'ai jamais assuré que des rôles de secrétariat, voire de rédacteur, ou bien de gestionnaire d'opérations qu'on nous demandait de lancer parce qu'on avait les moyens de les lancer. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes d'origine métropolitaine dans le FLNKS? Il y en a. Il n'y en a pas une grande quantité, mais il y a aussi des Caldoches, c'est-à-dire des Européens de Calédonie. Il faut le dire, et c'est important. Mais il est évident que le FLNKS est essentiellement constitué de Kanaks, c'est-à-dire de Mélanésiens qui optent pour l'indépendance, pour la citoyenneté de Kanaki. Car le terme Kanak, je l'emploie parfois, et parfois j'emploie le terme mélanésien. Le terme mélanésien est un terme ethnique, le terme Kanak est un terme nationaliste. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, à prendre ces positions? Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce pays? Ça, c'était très rapide. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai eu très rapidement le sentiment que les choses n'étaient pas correctes, que les dés étaient pipés et qu'il y avait d'abord beaucoup d'injustice. J'étais enseignant, on avait fondé cette école normale, et d'abord le constat, la différence qu'il y avait entre la Brousse et Nouméa, entre les écoles de Brousse, où moi j'ai vu dans les années 70, j'ai vu des enfants, non pas être malades de faim, mais tomber d'inanition en classe par sous-alimentation, parce qu'ils faisaient trop de kilomètres à pied, parce qu'il n'y avait pas de bonnes conditions d'hygiène, parce qu'ils étaient sous-alimentés, etc. Ça, je l'ai vu de mes yeux et je l'ai dénoncé. Alors, une grande disparité entre l'intérieur et Nouméa, où il y avait beaucoup de richesses, mais aussi l'impossibilité chronique pour les Mélanésiens de rattraper, non seulement sur le plan de la richesse, mais même sur le plan de prendre des décisions, d'être un jour chez eux. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que j'ai tout de suite vécu énormément dans le milieu mélanésien, en tribu ou ailleurs, et c'est de voir combien les Mélanésiens se sentaient étrangers chez eux. Combien de gens passaient aussi, prenaient des décisions et repartaient sans assumer les conséquences que les Mélanésiens devaient assumer. Ça, ce sont les faits coloniaux. Et j'ai très vite compris que la revendication d'indépendance, qui était d'abord une revendication de dignité avec le réveil kanak, qui s'est manifesté en 69, en septembre 69, là, nous allons fêter les 20 ans d'ici peu de temps. Ce réveil kanak
C'était d'abord une revendication de dignité, d'être soi-même, chez soi, d'être reconnu, avec sa culture, et finalement, et c'est évident, de pouvoir prendre des décisions responsables et de ne pas toujours être un assisté. Bon, moi je suis arrivé peu avant cette période, j'ai vécu cette période de très près parce que j'avais des amis qui étaient insérés dedans, et ils me parlaient de ce qu'ils faisaient, ils m'invitaient à des réunions, j'écoutais, j'observais, je me déplaçais beaucoup, j'étais très suivi par les gendarmes et les flics à cette époque. Les menaces ont commencé, j'ai perdu mon emploi, j'ai été licencié plusieurs fois, mais ça, ce sont des accidents. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que les gens voulaient vraiment se prendre en charge et voulaient se décoloniser. Je pense que progressivement, sur les 20 dernières années, ils ont avancé et ils se sont pris davantage en charge. Ils ne sont pas encore complètement décolonisés. La Calédonie n'est pas encore kanaki indépendante, mais je crois qu'ils avancent et ils y arriveront s'ils continuent à le vouloir comme ils le veulent. Actuellement, nous sommes dans une période plutôt favorable avec les accords de Matignon. Est-ce que vous pensez que le chemin est bon vers l'indépendance? Écoutez, ce sont les Kanaks qui ont choisi ce chemin des accords de Matignon. Je ne me permettrai pas de porter un jugement, de savoir si c'est bon ou pas bon, parce que c'est leur problème à eux. Ce que je peux dire, c'est que ça me paraît être un chemin assez difficile. C'est un chemin peut-être de facilité immédiate, parce qu'on peut actuellement décompresser. Depuis 84, novembre 84, c'était une période de lutte très dure, très tendue, donc la fatigue, l'usure était là. C'est sûr qu'actuellement, il n'y a pas de réconciliation, contrairement à ce que dit M. Rocard. Il n'y a pas de réconciliation, mais il y a une cohabitation qui est relativement sereine. Donc, elle permet de décompresser, elle permet d'être plus à l'aise et de vivre normalement. Ça, c'est bien. Il y a également des fonds qui sont répartis autrement, c'est pas mal, mais ça a aussi ses aspects pervers. Il y a un retour des Kanaks au pouvoir, ils n'ont pas retrouvé une majorité sur l'ensemble du territoire, mais grâce à la provincialisation, ils ont retrouvé un réel pouvoir politique. Il n'est pas complet, il n'est pas total, mais ça aussi c'est bon, c'est important. Maintenant, tout est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pouvoir, c'est à eux de le décider. Et on verra après si c'est bon ou si c'est pas bon. Je pense qu'on dit souvent dans le FLNKS, en 92 on fera le point. On fera le point en 92, on le refera après, on verra en 98 s'ils ont gagné le pari ou pas. Oui, au bout de quelques années, je me suis marié ici. Au départ, j'avais comme projet de retourner en France. Puis je me suis marié avec une Mélanésienne de UVA. Et ceci m'a encore plus impliqué, bien sûr, dans les problèmes locaux. C'est-à-dire comment élever nos enfants dans les deux cultures pour qu'ils appartiennent aux deux cultures, tenir compte de la coutume d'une part. Et puis, ça nous a impliqué non seulement dans les problèmes culturels, mais davantage dans les problèmes politiques, puisque ma femme était une militante politique aussi, et engagée dans la lutte pour l'indépendance, ce qui fait que j'ai été amené à connaître de plus près encore et à vivre, moi aussi comme Européen, un peu entre deux chaises, un petit peu comme les Kanaks ont à vivre un peu tous les jours leur étrangeté chez eux. Et puis sur le plan politique, je dois dire que ceci m'a beaucoup stimulé, parce que de voir comment sont traités les membres de notre famille, comment nos beaux-frères, nos neveux ont été assassinés dans l'affaire d'UVA, je dois dire que tout cela nous a beaucoup marqués et déterminants dans nos convictions, c'est évident.